gâté. Président Boga fait des révélations sur Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Merci infiniment de nous recevoir chez vous pour cet entretien exclusif que vous attendez tous. Le nouveau gouvernement de son excellence Robert Begré-Mambé est sorti et nous recevons un invité de marque qui nous honore de sa présence en ligne ici aux États-Unis. Merci infiniment. Bonjour, docteur Boga Sako Gervais. Vous êtes enseignant d'université et président de la FIDOP. Bonjour, cher ami Moïse. C'est tout un honneur aussi, un plaisir de nouer contact et puis de découvrir aussi les compatriotes d'Afrique, de la Côte d'Ivoire et du monde qui suivent cette chaîne. C'est un honneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons évoquer beaucoup plus de questions sur le nouveau gouvernement qui vient de sortir et faire un biais sur l'Assemblée nationale. Mais bien avant donc d'aborder ces sujets, il y a des questions qui nous intéressent. Docteur Boga Sako Gervais, vous avez fait une récente sortie concernant donc votre situation actuelle qui était très remarquée. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole en ce moment précis, docteur Boga? Ben, écoutez, merci pour la question. C'est simplement que l'institution dans laquelle je donne mes cours d'enseignant-chercheur, donc l'université de Bouaké, baptisée Université Alassane Ouattara, et donc c'est le président de l'institution qui m'adresse un courrier rendu public ces derniers temps, dans lequel je suis sommé de rentrer à Abidjan sous 3 jours pour reprendre mes enseignements, sous peine de quoi je serais soumis à une procédure de radiation. Et donc, c'était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que depuis pratiquement, on va dire 4 à 5 ans, je suis traqué par le régime Ouattara. D'abord, j'étais en exil, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Quelques temps après, j'ai été donc contraint d'aller en exil parce que menacé de mort par les rebelles se réclamant de M. Ouattara. Et donc, j'étais donc en exil lorsque M. Ouattara a voulu briguer un 3e mandat, ce à quoi je me suis fortement opposé, parce que contraire à la constitution ivoirienne et au principe même de démocratie et des droits de l'homme. Et donc, l'ayant fait, lorsque je rentre en Côte d'Ivoire, donc je précise que j'étais parti en exil le 10 juin 2011, et donc je rentre en Côte d'Ivoire le 9 juillet 2021. Et précisément 2 semaines après, le procureur de la République me soumet à une procédure judiciaire, donc un juge d'instruction me culpe de terrorisme, trouble à l'ordre public, casse d'urne, vol d'urne, etc., alors que j'étais en exil. Voyant qu'à la vérité, c'était vide, pendant tout ce temps que je suis resté en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais subi de procès. Au contraire, le régime m'a réintégré dans ma fonction d'enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. J'ai repris mes enseignements et tout. Et puis voilà que M. Ouattara veut briguer un 4e mandat, alors j'estime quand même que c'est trop. Et en plus de ce qu'il veut briguer un autre mandat, il exclut tous ses autres adversaires de l'élection présidentielle. Je ne pouvais pas me taire, parce que comme vous l'avez dit, je suis un défenseur des droits de l'homme. Et donc, mon institution aujourd'hui veut se saisir de cela, comme si elle ignorait tout ce qui se passe, et donc m'enjoint de regagner Abidjan pour reprendre mes cours. Mais ça, je ne mordrai pas à l'appât, parce que j'ai été... c'est la grâce divine qui a fait que j'ai pu sortir des griffes des encagoulés pour me retrouver aux États-Unis, entamant donc une autre procédure de réfugié politique. Le décor est planté. Quel message central voudrez-vous adresser aux Ivoiriens à travers cette déclaration que vous avez faite la semaine dernière? Non, c'est de dire à mes compatriotes que sur papier, en vertu de la constitution de notre pays, la Côte d'Ivoire est une république. Une république qui se veut démocratique. Et là, je cite le préambule de la constitution ivoirienne. Et puis notre pays, dans ce préambule-là, dit qu'il se veut un état de droit dans lequel les droits de l'homme, les libertés publiques, toutes sortes de garanties démocratiques sont garanties, reconnues aux citoyens ivoiriens. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, pour une prise de parole en tant qu'intellectuel, donnant un point de vue, l'on veuille caporaliser, l'on veut museler, l'on traque des citoyens ivoiriens. Aujourd'hui même, pendant que nous faisons cette émission, je veux, avec votre permission, avoir une pensée pour un jeune cadre encore qui vient d'être arrêté, aujourd'hui même, qui vient d'être placé sous mandat de dépôt, M. Dali, Marc Arthur Dali, maire de la ville de Lakota, proche
collaborateur donc du président Laurent Gbagbo, qui vient d'être inculpé. Et les mêmes chefs d'accusation, hein, vous voyez, il a participé au mouvement, aux manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de cette élection du 25 octobre dernier. Une élection que nous ne reconnaissons pas parce que n'ayant pas obéi à tous les standards internationaux. C'est pour ça que nous parlons de braquage électoral. Donc je veux dire à mes compatriotes que je suis un intellectuel, j'aime mon pays, je suis très patriote, mais je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne marcher sur la Constitution, marcher sur tous les principes de la démocratie et s'éterniser au pouvoir. Même s'il y a un seul Ivoirien qui se lèverait contre, je serai celui-là. Et je dis. Mais docteur Boga Sako, certains estiment que votre discours aujourd'hui est très critique envers les institutions. Assumez-vous cette posture? Mais bien entendu, parce que les institutions sont bafouées dans mon pays, on ne respecte pas la Constitution. Hier, M. Ouattara brigue un troisième mandat, il dit que c'est un cas de force majeure. Ce que la France de Macron reconnaît que c'était un cas de force majeure, et celui du quatrième. Le quatrième mandat, c'est quoi? Si ce n'est plus un cas de force majeure, qu'est-ce que c'est? C'est un braquage électoral. Donc, je suis dans une posture où les institutions de mon pays perdent de la valeur. Le Conseil constitutionnel ne peut pas regarder les Ivoiriens et puis dire que M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible à une élection présidentielle et qu'il n'aurait pas réussi à réunir les parrainages. Attendez, franchement, comment on peut dire cela? Le grand parti de Tidjane Thiam n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. M. Ouattara est éligible. Et les Ivoiriens ne sont pas éligibles. Mais on tombe des nues. Donc vous voyez que tous les principes démocratiques, républicains, n'étant pas respectés, au moins qu'on me laisse la liberté de le dire. Mais encore venir m'arracher cette possibilité de le dire, je pense que c'est me suicider, quoi. Et je refuse de mourir. Parce que j'ai quand même une jugeote, j'ai un cerveau qui fonctionne et je ne peux pas accepter des injustices. Et vous voyez, ça devient une habitude sur notre continent. Les gens multiplient les mandats présidentiels et la communauté internationale, évidemment, elle ferme les yeux parce qu'elle ne joue que sur les intérêts. D'ailleurs, plus vous êtes divisés, mieux la communauté internationale, mieux les grandes puissances profitent de vos pays. C'est pour cela que quelque part, à un moment donné, la jeune génération africaine doit se lever pour que cessent les tripatouillages des constitutions, les manipulations des constitutions. Mais en ce moment-là, pourquoi en voulez-vous aux putschistes qui prennent les armes? Puisque nous-mêmes, nous subissons des coups d'État constitutionnels à longueur d'année. J'ai perdu le son. J'ai perdu le son, apparemment. Alors, quand on prend vos sorties aujourd'hui, qui sont nombreuses, parfois virulentes, comment est-ce que vous les interprétez, vous, particulièrement, en tant qu'enseignant d'université? C'est l'expression de la liberté d'opinion, la liberté de penser, et puis la liberté tout court. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Moi, je ne suis pas intéressé actuellement par les partis politiques, etc. Mais je vois que l'opposition est brimée. Quand l'opposition est brimée, je défends les droits de l'homme. Hier, il a défendu le président Laurent Gbagbo parce que j'estimais que la France avait fait une immixtion grave dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. C'est qui est une aberration. Regardez aujourd'hui comment le monde critique l'intervention de l'armée américaine quelque part là-bas au Venezuela pour arrêter M. Maduro. Vous voyez que finalement, lorsque nos États sont bâtis, nous avons quand même le droit international qui définit les principes et les règles. Un État est souverain. S'il y a des crises à l'intérieur d'un État, à la limite, la communauté internationale peut aider l'État à se réguler et comment dirais-je, à faire arrêter l'individu qui viole tous les principes. Malheureusement, celui-là, il a la même mise sur tous les principes. Mais ça ne donne pas le droit à un autre État, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui se veut moderne, d'intervenir dans un autre. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2010 en Côte d'Ivoire et puis après M. Gbagbo, etc. Aujourd'hui, nous le voyons avec le Venezuela, etc. Donc, mes sorties sont celles d'un intellectuel qui se donne le droit d'intervenir librement, de critiquer, de dénoncer pour qu'advienne un état de droit normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit museler la parole. Parce que finalement, si vous voulez que nous retournions à la pensée unique, l'Afrique a fini avec quand même les partis uniques. Hein. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans le multipartisme. Et ce qui voudrait donc qu'on me donne la liberté de dire ce que j'ai à dire. Tant que je respecte les personnes. Moi, je ne suis pas un insulteur. Moi, je ne sais pas insulter. Mais je sais analyser. Parce que je connais les textes qui régissent mon pays. Et puis, je connais les textes qui régissent le monde. Voilà. Direz-vous que cette sortie marque un tournant dans votre engagement politique, citoyen surtout? Oui, mais cela fait 30 ans, cher ami, que je fais les droits de l'homme.
Depuis que j'étais étudiant, j'étais en année de licence, en troisième année. Et donc, quand j'ai commencé à défendre les droits de l'homme, ça fait aujourd'hui 30 ans, et je suis à la tête de la FIDOP depuis 15 ans. Mon discours n'a pas changé. J'ai écrit 6 livres à travers le monde, depuis, qui sont publiés en Europe, à l'Harmattan, aux éditions universitaires européennes à Berlin, etc. Donc, moi, je fais mon travail d'intellectuel. Je suis un éveilleur de conscience. Écoutez, c'est que la démocratie nous enseigne. C'est pour ça qu'on aime la formule d'Abraham Lincoln, quand il dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Malheureusement, cela n'est pas encore très intégré en Afrique. Mais le gouvernement du peuple, d'abord, c'est un citoyen du pays qui doit être dirigeant. Deuxièmement, par le peuple. Ce sont les citoyens qui choisissent leur président. Ce sont eux qui choisissent leurs représentants. Et pour le peuple, la finalité de tout gouvernement, c'est d'apporter le bonheur au peuple. Car c'est pour le peuple qu'il existe. En Afrique, tout cela est bafoué. On tripatouille les lois électorales. On exclut des candidats. Vous ne donnez plus la liberté au peuple de choisir son dirigeant. Vous ne donnez plus donc la liberté, ce que veut la démocratie. Or, si la démocratie voudrait exister et rayonner, c'est le peuple qui doit choisir. Donc, voyez-vous que et puis, je suis enseignant, je suis un pédagogue. Donc, ce que je fais là, chaque fois que j'ai l'occasion, à travers mes livres ou mes sorties médiatisées, je continue donc de forger la conscience africaine. Pour que nous sachions que quand on vous envoie de l'eau dans un village, il ne faut pas louer le président, il n'a rien fait. Parce que c'est votre propre argent que le président prend pour travailler en vous apportant de l'eau. Quand il fait les routes, c'est pour cela que vous l'avez élu. C'est pour cela que on prélève les taxes et on met à sa disposition. Mais en Afrique, quand on vous envoie l'électricité, on va danser, on va faire des uniformes. Et c'est comme ça que les présidents font un mandat 2, 3, 4, 5. On dit qu'il est bon. Nul n'est né bon, plus que les autres. Dieu nous a créés. Et en plus, selon les principes des droits de l'homme, nous sommes égaux en dignité et en droit. M. Ouattara n'a pas plus de droits que moi, en tant que citoyen. D'ailleurs, il m'est redevable, car c'est le citoyen qui le vote. Vous voyez ces principes-là? Voilà. Terminé. Non, je disais que vous voyez ces principes-là, l'Afrique devait se nourrir de ces principes-là. Docteur Bogasako, en tant que défenseur des droits de l'homme, êtes-vous inquiet sur l'évolution actuelle des libertés publiques et que devient la FIDOP à votre absence? Je suis très inquiet parce qu'il y a au moins 2000 jeunes, des jeunes cadres, des jeunes qui ne sont pas forcément des politiques. J'ai vu des cyberactivistes. Pour leur prise de position, ils sont en prison. Et M. Ouattara voudrait qu'on fasse la Salamalek, qu'on se mette à genoux, qu'on lui fasse pratiquement allégeance pour pouvoir les libérer. Non! Ce sont des jeunes de conviction, ce sont des jeunes qui pensent qu'ils ont leur mot à dire. D'ailleurs, quand on gouverne pour la jeunesse. M. Ouattara a 80 ans passés, de même que M. Gbagbo. Donc, normalement, il doit savoir que s'il gouverne pour la jeunesse, il doit accepter le fait que la jeunesse ne soit pas forcément d'accord avec lui, qu'elle lui donne la liberté de s'exprimer. Donc oui, je suis inquiet, parce que quand on mêle le débat démocratique, le débat politique, le débat public avec des encagoulés, chaque fois que j'étais sur les plateaux de télé à Abidjan, j'étais obligé de mesurer mes propos. Parce que je me dis, en sortant de la télévision à chez moi, peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent au carrefour, jusqu'à ce que finalement cette sentence-là arrive, où le directeur général de la police lui-même me menace, et que Dieu merci, je me retrouve aux États-Unis. Oui, il y a de quoi être inquiet. Sous le régime Ouattara, c'est devenu un régime policier. Tout à l'heure, je viens de parler d'un maire. Mais avant lui, c'était un député. Le député, comment dirais-je, le porte-parole du PDCI RDA, un député en fonction, son immunité n'a même pas été levée, mais il a été arrêté. M. Ouattara ne respecte pas les règles. Il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte rien. Parce que c'était... le mot dictateur parfois devient faible. Et donc moi, je ne me sens pas vivre dans pareille république. Il faut qu'advienne une nouvelle ère où la jeune génération va appliquer les principes de droit, d'un état de droit. Donc oui, je suis inquiet, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Afrique de demain. Sans transition, nous passons à l'actualité ivoirienne. Nous connaissons désormais donc le nouveau gouvernement et surtout donc le nouveau Premier ministre qui est désormais en fonction depuis quelques heures. Quelle est votre première lecture par rapport à cette nomination et par rapport au nouveau gouvernement? Alors, vous me permettrez, d'abord, je rappelle mon principe. Mon principe est que
le quatrième mandat n'existe pas. Le quatrième mandat est une violation, mais flagrante de la Constitution. Donc pour moi, M. Ouattara est un président de fait. Un peu comme tous les putschistes qui n'ont pas été élus selon les règles, mais qui sont à la tête de leur pays. Et donc, il faut que d'abord, ce préalable-là soit bien clairement défini. Ensuite, parlant de M. Begré Mambé, j'étais à Abidjan lorsqu'il avait été nommé pour la première fois comme président, comme premier ministre. J'avoue avoir eu beaucoup d'espoir parce que il le sait. Il sait combien de fois j'ai du respect pour lui et je crois que il me respecte aussi. Le temps que j'ai eu à échanger avec lui. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est la foi. Je ne vous apprends rien en disant que M. Begré Mambé est un prédicateur à la limite, est un serviteur de Dieu. Je crois qu'il est méthodiste. Moi, je suis d'origine méthodiste. Mes parents sont méthodistes. J'ai été élevé à l'église méthodiste de Divo. Et je suis devenu catholique. Et je crois que je mourrai catholique. Donc, nous sommes unis par le Christ. Et donc, quand M. Begré Mambé est nommé, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que je me dis, voici un homme de Dieu, un chrétien, un homme de foi, je préfère dire, parce que si tu étais même un musulman et que je le connaissais comme un grand serviteur de Allah, j'aurais eu la même réaction. Parce que j'ai tellement de crainte du divin que quand il y a quelqu'un qui se réclame de lui, je lui fais confiance. Mais je ne vois pas ce qu'il a vraiment apporté au pouvoir Ouattara dans le premier mandat où il était Premier ministre. Je ne vois pas vraiment. Il était là. Lorsque, dans la période électorale, on a brocardé toutes les règles électorales. Mais tout ça parce que finalement, je me dis, qu'est-ce qui motive les gens? Ce n'est ni leur foi, ni leur intellect, ni leur connaissance. Ce n'est rien d'autre que leurs propres intérêts, leurs postes. Moi, je ne peux pas vivre pour des postes. Je ne peux pas vivre pour de l'argent. Je préfère qu'on vive pour des valeurs. Qu'est-ce qu'on laisse lorsqu'on part, lorsque Dieu nous appelle demain? Qu'est-ce qu'on laisse sur cette terre? Qu'est-ce que l'histoire retient de nous? Les gens qui sont proches de M. Ouattara, ils font la publicité en disant qu'après Oufoué, c'est le plus grand bâtisseur et que certainement que l'histoire retiendrait qu'il aurait... C'est faux. Parce que ce ne sont pas les immeubles là qu'il a bâtis, les routes qui vont demain disparaître. Qu'est-ce qu'il laisse de la conscience ivoirienne? La violence politique, la haine politique. Et lorsque M. Begré Mambé arrive, j'espérais qu'il touche M. Ouattara pour que de ce point de vue-là, il dilue un peu le côté violent, le côté dur de son régime, pour qu'on puisse vivre ensemble. Je crois que c'est le slogan du RDR qui est devenu aujourd'hui RHDP. Malheureusement, peut-être parce que M. Begré Mambé n'a pas trop de pouvoir. D'ailleurs, il était Premier ministre, mais on sait très bien qu'après Ouattara, d'ailleurs, même son jeune frère, Photocopie, a plus d'influence dans ce régime-là que tout autre ministre. Donc, malheureusement, M. Begré Mambé ne nous a pas satisfaits, en tout cas en ce qui me concerne. Je n'ai pas vu le côté humain, parce que je voulais que M. Ouattara humanise son pouvoir, qu'il humanise son régime, qu'il y mette un peu de l'humain, qu'on ne prenne pas un jeune comme ça, qu'on le bafoue, qu'on ne tue pas Alino Faso dans une gendarmerie comme ça, gratuitement. Je ne veux pas qu'on touche à l'être humain. J'attendais cela. Malheureusement, je suis resté sur ma faim. Donc, quand M. Begré Mambé est reconduit, je me dis, oh là là, on n'a pas évolué. Et je le dis, vous savez, lui-même il le sait, mon discours, on ne peut pas le diluer. Moi, je dis ce que je pense. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que serviteur du divin, parce que je suis un homme de foi. Mais quand je suis chrétien, là où vous me mettez là, je dois influencer ce que je trouve là. S'ils sont trop durs avec leurs prochains, je dois pouvoir le leur dire. Mais on vient, on mélange tous les principes, on arrête les gens, on les enferme. 2000 personnes en prison, on marche sur des corps pour garder le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit. Alors, docteur Bogasako, s'il vous plaît, quelles devraient être selon vous les priorités urgentes
dans ce contexte actuel de votre pays, la Côte d'Ivoire? L'urgence, M. Ouattara l'a relégué au second plan, la question de la réconciliation. Mais cher ami Moïse, qu'est-ce que c'est qu'un État si les concitoyens se regardent toujours en chien de faïence? Qu'est-ce que c'est que ce pays où même une victoire, l'équipe nationale même, parfois même a du mal à rassembler. C'est-à-dire, on n'a plus d'éléments qui puissent réunir tous les Ivoiriens. Oui, la CAN que nous avons remportée il y a 2 ans avait été ce ciment-là, où tu peux voir le frère du Nord, celui du Sud qui s'embrassent parce qu'on était tous contents. Les gens ont chanté. Mais en dehors de ces moments-là, c'est très rare. Sous Ouattara, la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus. Les Ivoiriens ne se... Donc, vous gouvernez pour qui? Mais vous gouvernez pourquoi? Ah non, non, non. On court après l'argent parce qu'on veut amasser des richesses. Je voudrais faire les routes. Mais en fait, ce sont des prétextes. Quand ils font les routes, sur 1 milliard pour la route, il y a peut-être la moitié qui est empochée quelque part. Donc, c'est comme ça que moi, je vois finalement toutes les réalisations de M. Ouattara. Or, moi, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que, même quand les gens sont dans l'opposition, ils sont heureux d'être dans leur pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont des opposants que leur destination doit être la prison. Ce que je déplore sous le régime Ouattara, c'est ce que vous me permettez là de dire. Que la prison ne soit pas le quotidien des Ivoiriens. Que les Ivoiriens ne soient pas tétanisés par la prison. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas critiquer. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et le jour où ça va péter, j'ai dit, le jour où ça va péter, ce ne sera pas bon. Rien ne va péter en Côte d'Ivoire. La paix et l'amour régneront en Côte d'Ivoire. Qu'attendez-vous concrètement de ce nouveau gouvernement en matière de réconciliation nationale, Dr Boga? Commençons par libérer tous ces gens qui ont été en prison. Parce qu'ont-ils eu tort de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec un 4e mandat? Dire qu'on n'est pas d'accord avec un 4e mandat, c'est une expression mais de la liberté. Commençons déjà par les libérer. Mais ne faites pas de leur libération un chantage. Ne faites pas de leur libération un monnayage. Ne demandez pas à ce que tout le monde fasse allégeance. Regardez aujourd'hui, cher ami, prenez un dernier cas. Ce jeune homme-là, il va être jugé certainement le lundi selon les dernières informations que j'ai reçues. Jean-François Kouassi. Un jeune qui ne remplissait aucunement les conditions, mais qui a voulu se présenter à l'élection présidentielle. Oh, il a voulu créer là une opportunité pour se faire entendre. Comme beaucoup de jeunes aiment bien se faire entendre. Et je crois qu'il a réussi. Aujourd'hui, il est plus ou moins connu dans le pays pour avoir créé voilà, cette voie-là pour se faire entendre. À l'issue d'une affaire, d'un concours qui n'a pas été bien planifié, aucune communication, un concours public se passe en Côte d'Ivoire, personne n'est au courant. Et puis, résultat, on plaque les noms des élus, des admis. Tout le monde est choqué. Le jeune homme a fait une pancarte, il s'est exprimé, il a été arrêté, il est en prison. Et on dit trouble à l'ordre public. Quel ordre public l'a troublé? Il était seul. Il était seul. Quel ordre public l'a troublé? Parce qu'on ne veut plus que les jeunes s'expriment. Donc, la priorité de ce gouvernement-là, c'est de laisser les gens s'exprimer. Libérer tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers dans le contexte du 4e mandat, dire que c'est leur droit. Et puis, les jeunes Ziggy, des jeunes qui n'avaient rien à faire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on vient d'arrêter encore quelqu'un, Prince Arthur Dali, maire de Daloa, qui a travaillé beaucoup avec Damana Adia Pikas, qui était le porte-parole du mouvement Trop c'est trop, un mouvement qui s'est opposé au 4e mandat, etc. Moi, je pense que si on veut tourner la page, si on voudrait que les Ivoiriens, malgré tout, s'acceptent et aillent de l'avant, le premier acte de réconciliation de ce gouvernement-là, c'est de sortir tous les prisonniers. Ils sont environ 2000. Les sortir tous. Et puis appeler à une vraie assise pour la réconciliation. C'est nécessaire. Et j'allais dire, c'est indispensable. Sinon, M. Ouattara va gouverner seul et nous serons
nombreux à le dénoncer et à le combattre jusqu'au bout, avec nos moyens démocratiques, nos moyens légaux, nos moyens constitutionnels, nos moyens juridiques, nos moyens diplomatiques, sans prendre les armes, comme lui il a fait hier. Je le rappelle toujours. Nous allons faire une petite diversion avec vous concernant ce sujet d'aujourd'hui et avoir votre première impression, sinon vos impressions sur l'Assemblée nationale. Patrick Achi, son excellence, est désormais à la tête de l'Assemblée nationale. Comment analysez-vous donc le cours de cette élection? Est-ce que véritablement c'est une continuité du pouvoir exécutif au sein du législatif selon vous? Je bouclais sur cette question du gouvernement pour dire qu'à la vérité, rien n'a changé. Hein. J'ai vu les mêmes être reconduits. Bon, quand j'ai lu les personnalités, les différents mouvements, hein, les jeux de chaises que j'ai vus, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, les transfuges du PDCI-RDA, parce que vous savez que le RHDP est au pouvoir, mais le PDCI-RDA, une bonne partie des cadres avaient rejoint le PDCI-RDA, notamment les Patrick Achi, voilà, tous ces gens qui sont venus du PDCI-RDA. Dans ce nouveau gouvernement, à la vérité, le RDR, à la racine, renforce son pouvoir. Il reprend le pouvoir en main, et puis ceux qui sont venus du PDCI-RDA, on leur donne des petits postes qui n'ont plus trop de pouvoir financier, qui n'ont plus trop de pouvoir, trop d'influence sur le régime. Mais c'est la même chose qui se passe à l'Assemblée nationale. M. Patrick Achi, il était l'ancien Premier ministre avant M. Begré Mambé. Et donc, quand on l'envoie à l'Assemblée nationale, et puis d'ailleurs, sa nomination, là, pour ne pas dire sa désignation, parce qu'à la vérité, c'est une nomination. On parle d'élection, mais ce n'est qu'une mise en scène. Vous savez très bien qu'en Afrique, on veut toujours que les parlements soient monocolores, pour que l'exécutif ne souffre d'aucune contestation. Et ça aussi, ce n'est pas bon pour la démocratie. Une bonne démocratie, pour la vitalité de la démocratie, le Parlement, là, on devait laisser la bataille du peuple s'exprimer. Mais malheureusement, le pouvoir RHDP est majoritaire absolument sur le Parlement. Et M. Patrick Achi, il sort en tant que président comment? Mais parce que M. Ouattara n'a pas réussi à départager M. Bictogo, Adama Bictogo, qui était donc l'ancien président de ce Parlement-là, entre lui et le nouvel arrivant qui se trouve être M. Ouattara photocopie, hein, je veux dire le jeune frère du président. Et donc, M. Bictogo veut s'affirmer parce qu'il était l'ancien, il veut être reconduit. Le jeune frère aimerait sans doute être, parce que s'il allait se faire élire député à Abobo, c'était dans l'optique certainement de briguer la présidence du Parlement et puis nous amener dans une sorte de passation de charges en douceur. Hein, parce que beaucoup, selon les analystes et les analyses que nous faisons, c'est que si M. Ouattara photocopie avait été élu président de l'Assemblée nationale, sans doute que la Constitution serait révisée pour qu'il devienne un dauphin. Mais heureusement que M. Ouattara a entendu les critiques, parce qu'on a été nombreux à faire les critiques dans ce sens-là pour dire qu'on ne peut pas subir l'aîné et puis quelque part, après lui, son petit frère va prendre la relève. On ne l'acceptera jamais en Côte d'Ivoire. Je veux le redire ici. Et donc, entre les deux personnalités, Bictogo et Ouattara photocopie, le président Ouattara a vite fait de dire, bon, je ne prends ni l'un ni l'autre, je prends Patrick Achi. Et donc, Patrick Achi, finalement, de tous les transfuges du PDCI-RDA, se retrouve être celui qui s'en tire à bon escient, parce qu'il va présider à l'Assemblée nationale. Et moi, j'aime bien le poste de l'Assemblée nationale parce que c'est l'expression du peuple. Sauf que l'Assemblée nationale est à l'image du pays où les élections sont truquées, les élections sont tripatouillées, où il n'y a pas d'élection véritablement. Donc, tout le Parlement est RHDP, malheureusement, avec une trentaine de députés. Avec une trentaine... Cela reste votre point de vue, Dr. Boga Sako Gervais. Pleinement assumé. Pleinement assumé.
nation dont vous parlez aujourd'hui, Patrick Achia, à la tête de l'Assemblée nationale, affaiblit la démocratie ivoirienne, selon vous? Oui, moi je pense que depuis que Ouattara est là, la démocratie est affaiblie, de jour en jour d'ailleurs, de jour en jour, malheureusement. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas, vous savez, les trois piliers de la démocratie, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les trois pouvoirs là sont entre les mains de M. Ouattara. Aujourd'hui, il choisit Patrick Achi. Donc, le pouvoir législatif ne peut jamais être un blocage pour l'exécutif. Donc, le législatif va accompagner l'exécutif. Et c'est dans l'esprit des Africains. En général, nos chefs d'État, ils veulent toujours avoir la même mise de façon à ce que toutes les décisions qu'ils prennent au niveau de l'exécutif soient appliquées, soit acceptées, soit validées par le Parlement. Et on dira, c'est le peuple qui a décidé. Ce n'est pas moi seul, en tant que chef de l'État, qui ai décidé. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de diluer, une façon de diluer, d'édulcorer la démocratie. Même le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire aurait pu être un contre-pouvoir. De façon à ce que si l'exécutif exagère, si l'exécutif abuse, si l'exécutif sort de la Constitution, mais le judiciaire peut le ramener. Le judiciaire peut prendre des décisions qui s'opposent, un peu comme ça se passe aux États-Unis, cher ami, où je me trouve. Mais si on rentre dans l'esprit de M. Donald Trump, du président Donald Trump, mais il peut faire chasser tous les non-américains séance tenante. Mais il y a des lois. Et il ne se passe pas de semaine où la justice américaine bloque le pouvoir exécutif, notamment les décisions du président Donald Trump. En Afrique, ce n'est pas possible. Même le judiciaire ne peut pas prendre une décision tant que M. Ouattara n'a pas validé. Donc, on instrumentalise la justice, on instrumentalise le pouvoir judiciaire. Donc, cher ami, tout à l'heure, je vous voyais, cher Moïse, je vous voyais dire, c'est votre point de vue, mais vous m'avez invité en tant que responsable. J'assume tous mes points de vue et c'est moi qui parle, ce n'est pas vous qui parlez. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Parce que, voilà, j'assume pleinement et ce n'est pas nouveau. Je l'ai écrit dans des livres. Donc, ce que je dis là, je le sais. Et ce que je dis est vérifiable. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'expression de Kémy Séba lorsqu'il parle de démocrature. En Afrique, on a des démocraties sur papier, on a des démocraties dans la Constitution, mais à la vérité, ce sont des dictateurs. Des gens qui manipulent les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Et j'ai dit. Docteur Boga Sako Gervais, enseignant d'université et président de la FIDOP. Pour conclure, quel est votre message à l'endroit donc du peuple ivoirien à la diaspora? Je veux dire à mes compatriotes de la Côte d'Ivoire, mais je veux dire à mes compatriotes d'Afrique que, à un moment donné, l'ancienne génération doit comprendre qu'on a été indépendant. On les a expérimentés sur une soixantaine d'années à peu près. On a été généralement indépendant en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. L'Afrique aspire à mieux. L'Afrique a formé des cadres. L'Afrique a formé des intellectuels dans tous les secteurs du monde. Des gens qui sont prêts et qui ne veulent que servir leur pays. Mais si nous avons encore des dirigeants qui ne veulent même pas qu'on s'exprime, si nous avons encore des dirigeants qui ne veulent pas que la jeune génération qui a étudié accède à des postes et qu'il faut toujours aller faire la courbette, se coucher devant des dirigeants, je pense que cette ère-là est révolue. Aujourd'hui, nous voulons penser par nous-mêmes. Nous voulons que nos États se modernisent et que nous vivions véritablement nos indépendances au plan politique, au plan économique, à tout point de vue, même au plan militaire. Parce qu'on ne va pas rester là, être des États et puis être toujours protégés par l'extérieur. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette émission parce que c'est aussi l'occasion pour moi de dire, de donner de l'espoir à la jeune génération, de donner l'espoir à nos jeunes. Je suis enseignant, je vois combien de fois nos jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'avenir. Et j'ai été malheureux, il y a quelques années, de voir que la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays au monde de l'immigration, où beaucoup de jeunes dans la mer étaient des Ivoiriens. On ne peut pas avoir un Ouattara au pouvoir qui dit que la Côte d'Ivoire va très bien, alors que la jeunesse meurt dans la mer. L'espoir n'est pas perdu,
Moi, j'ai beaucoup d'espoir en la Côte d'Ivoire, mais je ne crois pas au 3e, au 4e mandat, au 5e mandat, etc. Je crois à la démocratie. Je crois aux droits de l'homme. Et j'ai dit. Merci, docteur Boga Sako Gervais. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Scannez juste le QR code en face pour rejoindre la grande famille des téléspectateurs, les amis internautes de votre chaîne Afro. On se retrouve quant à moi demain avec un autre invité pour parler donc d'un autre politicien de la Côte d'Ivoire. Et restez toujours des nôtres. On se dit bonne suite de nos programmes sur Afro TV. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro